Bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ajouter un nouveau pote à notre pack. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Mathieu Blin. On a eu une conversation passionnante sur le rugby, sur la performance, sur des années dingues de Stade Français et bien sûr ce qu'on ne voit pas derrière les camarades de Canal+. Voilà, c'est un échange riche, sympa et drôle. Si vous aimez cet épisode, en fait, partagez autour de vous et abonnez-vous surtout. Comme ça, on se donne rendez-vous la semaine prochaine où on va parler de tous les matchs Champions Cup de nos 8 équipes dans le top 14. Mais tout de suite, voici ma conversation avec Mathieu Blin. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être là avec Mathieu Blin. Mathieu, un homme à plusieurs casquettes. Il est déjà passé sur l'émission pour parler de son engagement avec Alerte Commotion, une association qui aide les sportifs à mieux comprendre et éviter les commotions. Il est avec Canal+ depuis plus de 10 ans maintenant et en tant que consultant en rugby. Et bien sûr, si vous avez regardé un peu de rugby entre 99 et 2010, vous avez certainement vu Mathieu jouer pour Stade Français et gagner 4 boucliers. Donc Mathieu, merci d'être là avec nous à Impact Pot. Merci Thierry, salut tout le monde. Écoute, je voulais démarrer un peu par où tu es maintenant. Parfois, on peut démarrer avec la jeunesse jusqu'à aujourd'hui, mais je pensais que ça serait intéressant de faire un peu l'inverse parce qu'on te voit, on te connaît, entre guillemets, parce qu'on te voit sur l'émission tous les week-ends. Il me semble que tu as démarré ce travail juste après ton sortie on va dire, ta retraite sportive. Oui, moi j'ai arrêté le Stade Français en 2010 et en étant à Paris, Canal+ m'a sollicité tout de suite pour savoir si ça pouvait me plaire et si surtout je pouvais correspondre à ce qu'ils avaient besoin par rapport aux commentaires de matchs. Donc j'ai commencé par des matchs en cabine sur différents championnats et puis au fur et à mesure ça s'est installé et donc l'aventure Canal+ a commencé en 2010, elle s'est mise entre parenthèses entre 2012 et 2015. Pas du tout, entre 2012 et 2017, puisque j'étais à Agen en tant que manager général et directeur général du club. Et ça a repris en 2017. Donc, je crois que je suis dans la 11e année. Ouais, superbe. Et donc, tu as un certain longévité, alors, et je me disais, en fait, j'imagine que c'est un endroit où des visages peuvent changer assez rapidement. C'est quoi alors tes points forts, ou qu'est-ce que tu as appris à faire, on va dire, pour rester? Pour rester, écoute, c'est que d'une part, je ne demandais pas grand-chose sinon d'être disponible quand on me disait année après année, est-ce que tu veux continuer? Donc, c'était plutôt en termes de disponibilité. Ouais. Je crois que j'ai une certaine aisance pour pouvoir parler. Donc, quand on commande des matchs ou quand on fait des émissions, d'avoir une aisance orale, c'est toujours assez important. Je crois que les gens ont aimé ma franchise puisqu'il n'y a pas de consigne éditoriale, on dit ce qu'on veut, donc j'ai toujours dit ce que je voulais et ce que je pensais. Et puis il y a aussi peut-être le fait d'être sur Paris, ça permet d'être disponible pour les émissions, notamment sans que ça demande beaucoup d'organisation de transport, d'hébergement. Donc je crois que ça convenait aussi à Canal+. Et puis moi, je m'y suis fait une petite place qui, je sais, n'est pas une place qui m'appartient, qui peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc voilà, je profite tranquillement quand je suis sur cette activité à Canal. Et en parlant de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a un bon camaraderie, il y a une bonne ambiance avec le groupe à Canal+. Mais j'imagine aussi c'est comme une équipe où il y a un peu de concurrence, il y a un peu de compétition quelque part. Est-ce qu'il y a ça et si oui, comment est-ce que tu conseilles aussi des nouveaux qui arrivent comme Nance du coin? Il n'y a pas trop ça finalement, puisque on pense que c'est comme une équipe de rugby, mais pas du tout. Les journalistes, hommes ou femmes, ne travaillent pas toute la semaine, mais travaillent souvent le week-end. Donc en semaine, ce sont des jours de préparation ou éventuellement des jours off. Donc moi, je ne suis pas au bureau à Canal+. Si on fait des réunions pour préparer des matchs ou des émissions, ça se fait par téléphone. Donc il n'y a pas de vie comme quand tu arrives dans ton club avec ton sac, tes crampons, et puis tu passes la journée avec tes copains ou avec tes copines pour le rugby féminin. Donc oui, les gens se connaissent au fur et à mesure. Il y a une entente qui est extrêmement sympatoche, d'autant plus quand on fait partie un peu des plus anciens comme moi. Mais le côté concurrentiel n'existe pas trop parce que finalement, on vit très peu ensemble, d'une part. Et puis, entre consultants, tu es prêt aussi par rapport à ton statut. Donc, moi, je ne suis pas sur la première div de Canal+, qui est le Canal Rugby Club, avec des anciens joueurs de l'équipe de France ou de pays étrangers comme l'Argentine, par exemple. Ou je ne suis pas ancien sélectionneur comme Marc Lièvremont,
Chacun est, j'allais dire, à sa place. En tout cas, moi, j'ai eu l'habitude d'être un peu comme quand je jouais, hein, dans le très 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 haut niveau, sans être le meilleur. Ok, on reviendra sur ça par rapport à ton attitude en tant que joueur. Mais tu parlais de préparation et j'aimerais bien savoir, mais comment est-ce que tu prépares alors parce que surtout le multiplex pour moi en tant qu'Américain, c'est beaucoup de rugby tout en même temps avec beaucoup d'équipes qui jouent. Donc comment est-ce que tu prépares pour le week-end? Moi, ça, c'est une géniale question parce que les gens ne se doutent pas que ça demande énormément de préparation. Euh, D'une part, il y a le présentateur, donc Jean-Baptiste Esculier, depuis de très longues années. Il y a Romain Lafitte qui le présente maintenant. Mais maintenant que le multiplex est à l'intérieur d'une autre émission, le Canal Sport Club de Nicolas Touriol, il y a donc Nicolas Touriol, Jean-Baptiste Esculier ou Romain Lafitte avec le ou la chef d'édition. Plus moi, et on partage l'ensemble du programme. Ça va de à quelle heure exacte la prise d'antenne est, 16h12, 16h14 et 12 secondes. Et ça va jusqu'à la fin du multi en balayant tous les sujets rugby ou extra rugby, l'ensemble des bandes annonces, des pauses. Donc tout est écrit noir sur blanc sur par quel stade on commence, est-ce qu'on fait une ITV à l'extérieur ou est-ce qu'on prend une statistique sur le plateau, sur quel club je réponds, sur quel sujet je vais. Donc on écrit tout ça. Donc ça, c'est une première très grosse réunion. Cette grosse réunion, elle est augmentée par les journalistes à Canal et aussi chefs d'édition qui vont beaucoup travailler sur les statistiques pour pouvoir avoir beaucoup de statistiques à donner. Et puis le jour de l'émission, on voit 2, 3, 4 personnes à l'antenne. Il y a 25 personnes en régie. Ah oui, Il y quand a même. 25 personnes qui travaillent en régie et sur le plateau pour les caméras, le son, les textes qui sont incrustés à l'image, les visuels, les changements on va d'un stade à un autre, le tin, tarara, tin, 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 la petite musique, etc., etc. Donc finalement, il y a beaucoup de travail de préparation et beaucoup de monde sur le jour du multi. C'est à peu près la même chose sur les émissions. Rappelez-vous du Late Rugby Club ou le Canal Rugby Club ou d'autres émissions comme le Late 360 qui pouvait exister sur Canal+. Ça se prépare en amont et ça doit se dérouler pendant l'émission. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des oreillettes et on trappe beaucoup de choses. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire trapper les choses? Non? Bah, on a prévu 3 sujets. Le match est en retard parce qu'il y a eu 12 appels vidéo où il y a eu malheureusement une grave blessure. Il n'y a plus le temps. Donc, les sujets sur lesquels on avait travaillé, on ne peut pas les passer. Donc, dans l'oreille, t'entends, on trappe tel sujet et on passe au suivant pour rester dans le temps parce que tu dois rendre l'antenne à la minute près. Ouais, c'est dingue. Donc, il y a beaucoup plus de préparation que ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, il est hyper. On voit que c'est eu beaucoup d'expérience là-dedans, hyper rodé. Moi, qui est venu à le rugby très tard, toi, tu es là avec tes années d'expérience et ton angle de ex-joueur et ex-coach. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est peut-être nouveau au rugby? Comment regarder ce sport, en fait? Est-ce que tu as peut-être un conseil pour quelqu'un qui connaît un peu les règles, mais en fait qui a du mal à analyser? Moi, j'adore faire ce podcast parce que ça me donne l'opportunité d'écrire mes pensées par rapport à chaque match que je regarde. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui regarde un match de rugby aujourd'hui, mais qui aimerait bien aller un peu plus loin? Bah déjà, quand s'il regarde un match de rugby, c'est qu'il regarde un match de top 14 ou de Pro D2, ou alors qu'il regarde un match d'élite 1, puisque les filles sont maintenant retransmis sur Canal+, ou alors il regarde un match international, ou alors il regarde un match de Seven, puisque le Seven peut se voir. Donc c'est de se dire que ce qu'il regarde à la télé, ça ne représente pas forcément tous les rugby, puisque c'est considéré comme le rugby de l'élite, et qu'il y a plein d'autres rugby qui est évidemment la même chose, hein, mais qui va éventuellement moins vite, ou alors qui est plus décomplexé ou au contraire plus complexé sur l'envie de beaucoup jouer ou pas de beaucoup jouer. Donc déjà, c'est de se dire, tiens, ce qui serait sympa, c'est d'aller dans un stade Oui, grave. pour, dans ma rue, dans mon village ou dans ma ville, aller voir pour de vrai ce que ça donne de voir les joueurs ou les joueuses courir, se plaquer, sauter, parce que tout de suite, ça te donne une autre sensation que celle que tu as à la télé. Et la deuxième chose, c'est soit tu suis le ballon, mais si tu suis le ballon, tu oublies de voir les joueurs à quel endroit ils sont positionnés ou les joueuses à quel endroit ils sont positionnés sur le terrain. Donc mon petit conseil, c'est plutôt d'essayer si tu n'as pas une équipe préférée, tu te dis, tiens, pendant un quart d'heure, je regarde telle équipe et comment elle bouge sur le terrain. Est-ce qu'elle est plutôt chez le terrain adverse ou est-ce qu'elle est plutôt dans son camp? Et sûrement que si jamais l'équipe est plutôt dans son camp,
le score, il a de grandes chances d'être pour l'équipe adverse. Parce que l'équipe qui reste dans son camp, ça veut dire qu'elle a du mal à pouvoir gagner du terrain. Alors que le rugby, c'est un sport où tu dois gagner du terrain. Si au contraire, tu regardes l'équipe qui est plutôt dans le camp adverse, ça veut dire que peut-être que c'est cette équipe-là qui mène les choses, qui a pris l'ascendant ou qui contrôle un peu le rythme du match. Donc j'aime bien dire, tiens, ne suivez pas forcément le ballon, mais regardez plutôt les couleurs pour voir le groupe de couleurs, où est-ce qu'il se situe. Ouais, super. Moi, j'aime aussi regarder ce travail de l'ombre, tout ce qui se fait dans le rock, toute cette énergie qui est sortie par les joueurs. C'est incroyable. Après, ils doivent courir avec le ballon en main. C'est assez costaud quand même. Oui, et je te rejoins par rapport à l'idée d'aller dans des stades et aussi jouer un peu au toucher. Pour moi, c'était révolutionnaire quand j'ai joué au toucher pour la prof. Oh, mais c'est incroyable. Ah, le touch, génial. En parlant de ça, tu parlais de suivre une équipe. Et au fait, aux États-Unis, avec le NBA, on a la League Pass. En fait, tu peux abonner sur un seul équipe, par exemple. Quelles sont les équipes en ce moment? Bien sûr, il y a Toulouse. Mais quelles sont les autres équipes potentiellement qui méritent d'être regardées, ça mérite notre attention? Bon, alors là, je ne veux pas faire de langue de bois ou être un peu démago, mais j'aurais envie de te dire tout, puis toutes les équipes, puisque la culture du rugby français, il est extrêmement basé sur les territoires. Et donc, chaque équipe, quand même, retranscrit une spécificité ou une singularité du territoire sur lequel elle est. Le rugby du sud-est à Toulon ou à Aix n'est pas le même que le rugby du centre de l'ASM ou de Lyon. Le rugby du sud-ouest n'est pas forcément celui du rugby parisien avec le Stade français ou francilien avec le Racing. Donc j'ai envie de te dire toutes. Tu as dit bien sûr Toulouse. Je trouve qu'il faut aussi ne pas passer trop rapidement sur Toulouse, tellement c'est extraordinaire ce qui se passe à Toulouse depuis des décennies. On parle de culture de club, au même titre qu'on pourrait parler de culture d'entreprise. On parle d'ingénierie transversale. On parle de service pour l'institution au-delà des jeux de pouvoir ou des égaux. On parle de quelque chose qui est dans la pérennité et qui est le plus dur. Réitérer la performance, c'est ce qui est le plus dur. Donc j'aime bien m'arrêter toujours un petit peu sur Toulouse parce qu'on ne peut pas s'habituer à cette forme d'excellence-là. On doit toujours, évidemment, être très respectueux, mais être un peu abasourdi tellement c'est extraordinaire. Mais effectivement, en ce moment, Bayonne, par exemple, l'aviron bayonnais est en train de prendre des couleurs assez dingues avec un esprit autour de cette peña de départ qui est assez folle. Perpignan, qui est en difficulté, peut avoir des deuxièmes périodes à Aimé Girard qui sont complètement dingues et assez renversantes. Donc, voilà, je te dirais que j'ai un peu envie de te dire un peu toutes les équipes. Et puis si tu vas sur la Pro D2, regarde comment Colomiers est en train de s'installer tout en haut de l'affiche, alors que des mastodontes comme Oyonnax ou Aix, qui n'a pas encore réussi à monter en top 14, ont des difficultés. Vannes, bien sûr, je Ouais, termine on sur adore. eux, méritent obligatoirement, parce que d'une part, au-delà du rugby, là, il y a la démonstration que la sérénité de projet, la temporalité dans un temps assez long permet le développement de toute une région autour d'un club. J'aimerais bien parler de ça avec ton club de Stade Français après, mais j'avais juste une question parce que là, on voit qu'il y a 12 équipes qui sont vraiment super proches les uns des autres. Il y a deux ou trois qui peinent en ce moment, genre Lyon et Perpignan. Mais en fait, c'est assez fou parce que Stade Français, l'année dernière, ils étaient un peu dans le même endroit de Lyon, là tout de suite. Lyon qui a bien démarré, mais qui a perdu 5 sur 6, il me semble, dernièrement. Et après, ça a complètement débloqué. Et je me demande, dans un saison, mais qu'est-ce que ça peut être le truc où tu es au bas du tableau, tu es en 13e, et quand même tu arrives à débloquer pour aller dans les playoffs. Et toi, en tant qu'ancien joueur, est-ce que tu as une idée de mais qu'est-ce que c'est qui débloque cette chose-là? Alors oui, ancien joueur par rapport au Stade français, puis je l'ai vu un petit peu de l'intérieur, puisque j'ai fait une mission de janvier à juin en tant que consultant mêlé, mais donc je passais quand même beaucoup de temps autour de l'équipe. L'équipe qui n'a pas énormément changé, quand bien même il y a quand même un Kerr Barlow qui est arrivé, un numéro 9, donc un chef d'orchestre de ces demi d'ouverture ou demi de mêlée qui peuvent peser sur l'équipe. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a eu la reconstitution de tout un staff autour d'une volonté de Paul Gustard, qui a été nommé donc entraîneur principal et qui a 100% bâti avec les hommes qu'il a 100% choisi le staff qui pour l'instant officie au Stade français. Et ça, je pense que ça a amené à minima une homogénéité des discours, ça a amené une homogénéité des contenus de séance, ça a amené un travail préalable pour construire exactement quel était le cadre de vie. Et c'est à mon avis ce qui transpire fortement si on regarde le Stade français. Ça marche.
ça marche pas toujours, hein. Mais comme tu m'as posé la question sur le Stade français, je te réponds sur le Stade français. De manière plus macro, plus générale, c'est d'arriver à trouver un temps long. Mais alors attention, le temps long, on peut imaginer que je pense à 10 ans, 12 ans, 15 ans. Non, non. Pour moi, le temps long, c'est 3 ans. Un projet autour d'un manager ou d'un entraîneur principal de l'équipe première. Donc c'est un projet d'équipe première. C'est pas forcément un projet club, parce qu'un club, c'est 15, 20 sections différentes, hein, des baby rugby en passant par le pôle féminin, le pôle compétition, le rugby adapté, le rugby loisir, le touch rugby, etc., etc. Ce manager, quand il arrive, un an en héritant d'un effectif qu'il n'a pas constitué. La deuxième année, il y a au moins 50% de cet effectif et puis des collaborateurs qui sont sortis ou qui sont partis. Et donc, ça ressemble plus à ce qu'il veut. Et la troisième année, c'est 100% normalement son programme. Donc, pour moi, il faut que les clubs, donc les patrons, les présidents, laissent en gros 3 ans à chaque fois à chacun pour que ça puisse se mettre en place. C'est intéressant parce que tu reprends à la question que j'aurai après par rapport à ces différents rôles dans un club, mais j'entends la réponse quelque part, c'est vers la vision en fait, que en fait les hommes ils ont une vision, on va dire les hommes, les personnes ils ont une vision et que tout le monde a à dire à cette vision et c'est ça qui fait, on va dire changer l'attitude, potentiellement après le performance sur le terrain. La vision qui doit toujours être transformée en conduite de projet, en conduite d'action et en ingénierie réelle. C'est-à-dire que la vision, elle doit tout d'un coup être mise sur le terrain, que ce soit sur la manière dont tu joues, la manière dont tu fais de la musculation, la manière dont tu cours, la manière dont tu travailles la préparation mentale, la manière dont tu es accompagné sur nutrition, hydratation, médicale, éventuellement le double projet pour des professionnels qui voudraient continuer à faire d'autres choses pour respirer, être totalement disponible et connecté quand ils s'entraînent, etc., etc. Donc la vision, c'est quand même, et pour moi surtout, des choses très concrètes. Ouais. J'ai l'impression que tu es un homme d'action parce que tu es bien impliqué en beaucoup de choses. Donc, tu es déjà venu chez nous pour parler de Alert Commotion, une association qui parle de tout ce qui est commotion. Juste rapidement par rapport à ça, j'ai l'impression, est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a du progrès qui est fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu il y a 2 ans dans la conscience du public, dans le discours autour de commotion? Est-ce que tu vois des évolutions à ce niveau-là? Alors, oui, je vois des évolutions. Le progrès, il est très en lien avec le fait que ça continue de beaucoup exister publiquement. On en parle beaucoup, soit à bon escient pour parler de protège-dents connectés qui permettent de biper directement et qui devraient, j'espère, être déployés sur le plus grand nombre. Et donc, la mise en place du médecin indépendant qui n'est ni pour une ni pour l'autre et qui s'occupe que du médical. Bien sûr, l'ensemble des professions paramédicales qui sont extrêmement précieuses dans l'accompagnement post-traumatique, l'ensemble des réflexions et des études épidémiologiques qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais là, on parle de choses que l'on voit et des choses que l'on entend. Donc on revient à ce rugby professionnel, ce rugby international. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment l'ensemble du rugby amateur, des hommes et des femmes de tous les clubs, de tous les niveaux et partout dans le monde, qui devraient pouvoir être bien sûr sensibilisés et protégés de la même manière. Donc là, la Fédération française de rugby a mis en place beaucoup de règles sur l'interdiction du plaquage à deux, sur bien sûr de ne pas pouvoir toucher la tête de quelque manière que ce soit, etc., etc. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe qui ne me plaît pas du tout, puisque dans le rugby mondial et le rugby professionnel, on parle de circonstances atténuantes. Ça me fait sortir les yeux des orbites. Je ne supporte pas ces circonstances atténuantes, puisque c'est une manière de voir comment on pourrait, non pas justifier forcément le geste, mais pénaliser le moins possible une équipe. On est encore sur des violences immenses entre des corps qui sont de plus en plus préparés et de plus en plus efficients, avec une possibilité de rentrer plein badin dans un ruck avec 10 mètres d'élan, alors que tu pèses 110 kilos sur des articulations ou des endroits du corps qui sont extrêmement vulnérables, etc., etc. Donc, je pense que le rugby d'en haut doit montrer l'exemple beaucoup plus fortement et qu'on doit avoir certainement une période qui durera entre 2 et 5 ans, extrêmement répressible, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de répression, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de cartons rouges et surtout pas un carton orange, beaucoup, beaucoup de joueurs exclus, beaucoup de sanctions pour que l'ensemble puisse se rendre compte qu'il y a à l'entraînement beaucoup de techniques qui permettent d'éviter ça.
J'invite nos écouteurs d'aller suivre Alert Convention sur les réseaux. Je trouvais ça intéressant. Il y avait beaucoup de témoignages des sports différents aussi. Il n'y a pas juste rugby où il y a des conventions, bien sûr. Plein de sports J'ai différents, trouvé c'est ça très intéressant. important. Planche à voile, vélo, il y avait plein de témoignages, lutte. Je trouvais ça super intéressant. Dans cette idée d'engagement et action, tu étais président de Proval. Donc, nous, on a eu l'opportunité d'interviewer Mathieu Guidicilli, pardon, pour la prononciation. Goudicelli, mais Ouais, qui n'est pas merci. président, c'est le directeur général. Excusez-moi. Le président, c'est Malik Amadash. Ouais. Et donc, toi, tu étais président à ce moment-là, il y a 10 ans, 12 ans. Et 2010-2012. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, tu es avec vice-président de Unipar. Donc, j'étais curieux, je suis allé voir. Est-ce que tu peux expliquer rapidement Unipar? Alors, l'Unipar, c'est le mouvement qui s'adresse à l'ensemble des salariés du rugby, professionnels ou amateurs, que ce soit d'un club ou d'une institution, c'est-à-dire les comités, les ligues, la Fédération française de rugby, la Ligue nationale de rugby, et des personnes assimilées, c'est-à-dire les médecins et les kinés. Finalement, l'ensemble des salariés, autres que sportifs ou autres que entraîneurs, qui font partie de l'écosystème du rugby. C'est-à-dire le collège d'hommes et femmes le plus nombreux, puisque tu imagines bien que dans tous les clubs, fédés, ligues, comités départementaux, les ligues régionales du professionnalisme ou du secteur amateur, on est sur énormément de monde. Donc ce mouvement, il représente ce collège de personnes pour l'accompagnement au quotidien du côté juridique, mais aussi et surtout pour proposer pas mal de formations internes sur différents sujets. Donc j'ai animé il y a 15 jours un unipartage sur le sujet de la transversalité, comment dans les organisations on arrivait à travailler de manière coopérative et transversale à l'intérieur des services qui sont de plus en plus nombreux. Donc il y a de plus en plus de parties prenantes pour un même objectif. Ou alors dans une entité, il peut y avoir des objectifs différents qui peuvent presque parfois être concurrentiels. Donc comment on fait pour vivre avec ça? Et puis de pouvoir avoir cet accompagnement et faire que le quotidien de ce collège de salariés soit le plus positif possible, puisque nous, ce que l'on voit, c'est le jour de match à la télé ou sur le terrain, alors que des hommes et des femmes s'affairent à organiser tout ça toute la semaine sans qu'on les voie, souvent sans qu'on les félicite ou les remercie à leur juste valeur. Et quand Jean-Charles Sistac, qui est un ancien joueur professionnel de Pau, m'a dit tu veux pas me rejoindre, je lui ai dit écoute, tu sais que j'aime bien la performance globale et l'engagement, donc j'ai dit oui. Superbe. J'invite toujours nos écouteurs la même chose d'aller suivre sur LinkedIn parce que je trouvais si vous êtes intéressé de travailler en fait dans ce milieu, il y a plein de postes, il y a plein de stages qui passent, de fiches de poste, des opportunités et tout ça qui passent aussi sur leur réseau. Super chouette. C'est intéressant de pas penser juste, on va dire, le Proval c'était pour les joueurs, les joueurs et les joueuses. Et les joueuses maintenant. Hein. Oui, exactement. Écoute, tu es un peu loin des terrains aujourd'hui dans le studio, mais en même temps, en janvier, tu étais avec Stade Français. J'aimerais bien juste revenir rapidement sur Agen. Agen, c'est un endroit que je connais pas, je suis jamais allé. Mais là, dans une période de 5-7 ans, en fait aussi, tu étais avec RC Sereine. Tu avais plusieurs postes et j'ai un peu de mal à les comprendre parce que tu as le poste d'entraîneur, manager et après directeur général. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui fait chaque poste rapidement? Parce que j'ai un peu de mal à les saisir dans ma tête. L'entraîneur, c'est celui qui est sur le terrain et qui s'occupe de déployer autour d'une équipe l'ensemble de la manière de jouer. Donc tu peux être entraîneur des U8, tu peux entraîner les U15 ou tu peux entraîner une équipe professionnelle. Tu es sur le terrain en crampon et tu fais travailler le jeu au pied, la mêlée, la touche, la composition d'équipe. Tu fais travailler l'offensif, le défensif. Là, tu es entraîneur. Okay. Quand tu es manager, tu es celui qui construit avec l'ensemble des parties prenantes, donc avec les entraîneurs responsables de la mêlée, de la touche, du jeu au pied, de l'attaque, de la défense, le plan de jeu général, et souvent le manager, c'est celui qui arbitre en dernier recours. Quand on fait une composition et que tu discutes avec les personnes avec qui tu travailles, s'il y a un choix à faire parce qu'il y a une hésitation, le manager, il doit engager sa responsabilité. Le manager, il a quand même un rôle un peu tactique, on va dire. Alors, ça dépend des managers. Il y a des managers qui sont beaucoup plus sur le management global des différentes parties prenantes, ou alors il y a des managers qui sont extrêmement investis encore sur la partie sport. Moi, j'ai plutôt été un peu dans un entre-deux. Moi, ce que j'aimais, c'est de travailler la planification et la programmation pour m'assurer que l'ensemble de l'organisation, le médical, les relations publiques, les entraînements, les vacances, les stages, les immersions autres, les déplacements,
et que tout ça puisse bien fonctionner, même si j'étais au milieu du terrain, que j'animais les retours vidéo après les matchs pour dire bien, pas bien, que je discutais des contrats avec les joueurs, on te garde pas, on t'augmente pas, mais je discutais aussi avec la presse, je discutais avec le conseil de surveillance pour que, voilà, j'étais le responsable en tant que manager de l'ensemble de la performance sur l'équipe première. Mais ça a été augmenté puisque j'ai pris dans le scope le développement de la formation. Et à cette époque-là, Alain Tingot, que je remercierai jamais assez, a vu que j'adorais la performance globale. Donc à Agen, la première année, je suis entraîneur des avants. Les 4 années qui suivent, je suis manager général de l'équipe première, mais en charge du développement transversal de la performance, c'est-à-dire des plans de succession pour les équipes jeunes. Et sur les 2 dernières années, j'ai eu la double fonction et de manager et de directeur exécutif. Et le directeur exécutif, c'était l'équivalent du directeur général. J'étais là pour développer le marketing, la Oui. communication, les infrastructures, les partenariats, etc., etc. Pour moi, quand tu es directeur général, c'est plus le rôle du patron, du CEO d'une entreprise, avec un budget à faire, C'est ça. une équipe à mener. Ok. Bah, c'est exactement ça. Et moi, j'ai fait les deux pendant 2 ans et demi. Ok. Écoute, c'est super intéressant. J'aimerais bien avoir plus de temps pour en parler avec toi parce qu'il y a un côté, je me demandais qu'est-ce qui est le plus important, le côté leadership et homme ou le côté rugbystique, en fait, de connaissance de rugby. Et j'ai l'impression le plus haut qu'on va, c'est le plus haut, par exemple, directeur général, c'est plutôt cette histoire de manager les hommes. Oui, alors directeur général, je l'ai donc été à Agen, ça s'appelait directeur exécutif, parce qu'il y avait une filiale dont je ne devais pas m'occuper, c'est pour ça qu'on n'a pas mis général. À Suresnes, c'était directeur général, c'était de l'école de rugby jusqu'à l'équipe première, mais j'ai surtout travaillé sur les infrastructures. Et depuis le mois d'août, là, je suis directeur général de l'association du Stade français. Donc, en fait, mon emploi du temps, c'est une mission principale de directeur général pour l'association du Stade français, donc des baby rugby jusqu'aux espoirs, même si les espoirs sont essentiellement rattachés à l'équipe professionnelle, dont je ne m'occupe pas du tout. Mes activités pour Canal+, et j'ai des activités assez importantes en entreprise pour des interventions. Tout ça, je l'ai entouré par un executive master trajectoire dirigeant à Sciences Po, que j'ai passé en 2022. C'était pour moi une manière de pouvoir aller chercher des appuis et des apports théoriques, puisque tout ça, c'est ce qu'on appelle un généraliste. En fait, moi, je n'arrive pas à me considérer comme expert. Et l'expertise proprement dite, je crois que ce qui voudrait dire que je reste sur une activité ou sur un sujet, je crois que je m'ennuie assez vite. Alors Ouais. que c'est essentiel, hein, les experts. Il faut des hommes et des femmes experts dans tous les métiers. Moi, ce que j'aime, c'est la vision générale, c'est la performance, ce qu'on appelle la performance globale. Et c'est pour ça que les directions générales me plaisent beaucoup, parce que je suis sur un petit peu tout. Et comme j'ai 48 ans, le temps passe vite, bientôt 50, j'ai la chance d'avoir pu être sur plusieurs années, plus sur le sportif, on en a parlé, plus sur la communication ou le côté télévision, plus sur le développement d'une structure, les syndicats, plus sur les directions générales, le budget. Et donc tout ça à 50 ans, ça me permet de pouvoir te dire que je suis sûr de vraiment pas être un très très bon expert, mais je crois que je suis un assez bon généraliste. Ouais, super. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai fait mes études environ le même âge que toi, environ 45, et c'était magnifique et j'ai adoré ça. Et bon, il faut absolument que je parle de quand même, t'as 4 boucliers, t'as passé des belles années à Stade Français. En fait, j'étais en train pour me préparer pour cet entretien, j'ai regardé des vieux clips de l'époque. Et il y avait un moment après les victoires, un des 4 boucliers, je pense que c'était 2023, pardon. Quelqu'un disait, et c'était dans le vestiaire, et quelqu'un disait, mais c'est un club de dingue. Et je me demandais, est-ce que toi, tu sentais ça à le moment même? Est-ce que tu sentais, tiens, je suis en train de vivre un truc avec un club de dingue en ce moment? Oui, oui, oui et oui. Alors c'est une histoire qui a changé ma vie. Alors certainement le rugby, le sport de manière générale puisque c'est intergénérationnel. Mon grand-père était ancien professeur de PS et ma grand-mère aussi. Mon oncle, ma tante, ma cousine, mon frère est cadre technique, etc., etc. Donc le sport, mais plutôt sur la version enseignement ou entraînement. Et le rugby, je suis le premier dans la famille à l'avoir fait. Le rugby a changé ma vie puisque
il fallait déjà être un peu dingue pour être dans le rugby en étant parisien et en Île-de-France, tellement il appartient à d'autres contrées. Donc, on a aussi cultivé, moi j'ai été éduqué comme euh, défendre la dinguerie francilienne et parisienne. Et puis, quand j'arrive au Stade français, bah, je suis dans un club qui est présidé par Max Guazzini et qui est un génie et puis une personne qui a une capacité hors pair de composer les équipes. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait le recrutement, bien sûr, avec les entraîneurs de l'équipe première qui se sont succédés, mais il ne connaissait pas bien le rugby, mais il décidait à chaque fois de prendre quelqu'un parce qu'il savait que cette personne-là allait apporter quelque chose au groupe. Et notamment apporter quelque chose au groupe, c'était avec la folie singulière de cette personne, et qui était vraiment très différente. Hein. Ça pouvait être vraiment plusieurs formes de folie. Et quand on est au Stade français junior champion de France en 99, qui a renversé et chaviré mon cœur, et on se voit et on se parle tous les uns les autres 26 ans après, ça a été tellement dingue que on n'a pas compris qu'on soit une dizaine à se retrouver avec les professionnels. C'était Bernard Laporte, avant qu'il rentre avec l'équipe de France, qui a, je me demande, presque été obligé par Max d'intégrer une dizaine de jeunes juniors qui venaient d'être champions de France. Et il a eu raison, puisque c'est l'équipe qui a le plus de jeunes qui ont eu un parcours professionnel dans le rugby en top 14 et en Pro D2 depuis 1948. Donc finalement, c'est qu'il y avait une certaine dinguerie. Et quand on est avec l'équipe professionnelle, eh ben, à la fois tu vas en phase finale, tu as la chance de gagner beaucoup, de perdre aussi un final 2005 horrible, de ne jamais avoir gagné la Coupe d'Europe, 2 finales perdues, j'ai été sur les 2 finales, et en même temps tu te retrouves à poil dans les calendriers, tout en étant en rose pour la première fois à Aimé Girard ou à te retrouver au Crazy Horse, et les gens se disent, bon bah c'est des grandes stars incroyables, alors qu'à Paris, bah, on avait la chance immense d'être reconnu par personne, et même les plus grandes figures du Stade français n'étaient pas reconnues. On était dans notre petit village du 16e arrondissement, autour de Boulogne, ici les Moulineaux, où toutes les familles de tout le monde se retrouvaient, et bah, finalement on buvait des canons après les matchs comme dans n'importe quel endroit. Tu parlais de ce match, je pense que c'était 2005, je pense que c'était contre Biarritz, et c'était incroyable. J'avais vu, oui, juste en préparant, j'ai regardé celle-là aussi. Il y avait une course de Domenici où il plaquait, il glisse pendant 5 mètres, et après, mais en même temps, il y a un bagarre entre Nicolas Brusque et Julien qui commence à se taper dessus. C'est un truc de ouf. C'est marrant parce que ça me disait, est-ce que c'est le nostalgie qui parle, mais il y a une espèce de fluidité dans le jeu à l'époque qui était vraiment, quand je regarde les highlights, qui était vraiment magnifique à ce moment-là. Bah écoute, tu parles avec beaucoup de passion. Je sais que tu as besoin de partir, mais j'ai tellement de questions par rapport à, tu vois, les coachs qui t'ont inspiré, mais j'ai l'impression que tu me dis, bah, en fait, c'est peut-être ce Max Guazzini qui a inspiré le plus, en fait, dans cette histoire de généraliste et l'homme. Bah, en tout cas, quand tu dois beaucoup ou tout à quelqu'un, il faut le dire sans retenue. Ça ne veut pas dire qu'il a des qualités. Hein. Il sait qu'il a plein de défauts et qu'on lui rappelle, et qu'il peut être insupportable. Mais en termes de, je ne crois pas que dans la vie, il y ait beaucoup de gens qui changent la vie des gens. Et je sais que Max a changé la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est en tout cas tout ce que l'on se dit les uns les autres. Et comme je t'ai dit que j'étais, je crois, un assez bon généraliste, mais pas un bon expert, j'ai un peu, je crois, été chercher ce que j'avais trouvé de génial chez les uns et chez les autres. Donc effectivement, Ewen McKenzie à la fin, qui était sélectionneur de l'Australie, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'on n'a pas eu beaucoup de connexions, alors que John Connolly, c'était au tout départ, il était aussi ancien sélectionneur de l'Australie, et il m'a dit, Mathieu, t'es tout petit, tu ressembles à rien, t'es talonneur, si tu veux réussir, tu dois être bon au lancer. Et effectivement, il m'a fait lancer 150 ballons tous les jours pendant un an, pour que je puisse développer ça. Et il a même voulu me prendre avec lui pour partir à Swansea au Pays de Galles. Nick Mallette, avec qui on est double champion de France et avec qui on a une relation incroyable, n'était pas du tout le plus grand technicien, mais a réussi à tenir le leadership et les jeux de pouvoir entre les joueurs. Et il nous a fait jouer, Benoît Auguste et moi, pendant 2 ans, en étant certainement un des duos les meilleurs à notre époque. Alors que quand on a joué l'un contre l'autre, on s'est foutu sur la gueule. On s'est réconcilié depuis. Hein. C'était lors d'une tournée avec les Barbarians en Argentine en 2009. On ne s'est pas fait chier une seule seconde quand Fabien Galtier nous entraînait, quand bien même les relations pouvaient être compliquées si on est sur le côté humain. Bref, de pouvoir être très bon technicien, d'être un très bon leader, d'être un très bon mec, d'être un très bon manager, etc., etc., bah, c'est un peu comme répondre à est-ce que la perfection existe. À 48 ans, je sais que non. Donc, j'ai pris ce qui était bien chez chacun.
Bah écoute, c'est génial de façon dont tu parles de ces années. On a eu l'opportunité d'interviewer pas mal de personnes dans ton équipe. Patrick Tobacco, Raphaël Poulain, Thomas Lombard, Mathieu Bastereau, Rémi Martin. Ils sont tous passés par Pacte de Potes. À qui je devrais inviter maintenant? T'as eu Pierre Rabadan? Non, pas encore. Ah bah t'es obligé. Pierre Rabadan, 15 ans de club, 5 boucliers de Brennus. Tous les ans, bon bah Pierre, lui, il va pas jouer puisque c'est le troisième ligne le plus léger. Tous les ans, le joueur avec le plus de nombre de matchs. Sélectionné en équipe de France, capitaine, premier essai dans le nouveau Jambouin inauguration. Puis, conseiller de la maire de Paris et maire adjoint en charge des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et le mec, il vient de vivre un truc planétaire dont il a été un des très grands artisans et dont on ne parle pas assez alors qu'il appartient à notre famille rugby. Donc je trouve qu'en plus, il a la légitimité totale d'être à ton micro et largement plus que nous tous. Bah super, bah, je vais essayer de le contacter alors. Écoute, dernière question. Théodore, mon pacte pote ici, il m'a demandé, tiens, il faut savoir d'où vient ton surnom de Momo. Alors Momo, ça vient. Je suis né à Paris dans le 15e. J'ai très vite été élevé en Seine-et-Marne, à Saint-Pierre-les-Nemours, qui est juste en dessous de Fontainebleau, donc c'est dans le sud de la Seine-et-Marne, dans le 77. Vers 13, 14, 15 ans, j'étais avec une bande de copains et j'habitais avec mon père, parce que mes parents étaient divorcés plutôt. Voilà, j'habitais dans différents endroits et sur les embrouilles de jeunesse avec les différentes catégories de population, j'étais toujours celui qui essayait de négocier, de faire en sorte qu'on se foute pas sur la gueule. Et j'essayais de rappeler à chaque fois à mes copains quelle était l'histoire de notre pays, notamment sur le brassage culturel, des origines, etc., etc. Et comme j'ai toujours été très typé, ils m'ont appelé Momo. Ça, c'était 13, 14, 15 ans. Uh-huh. J'en ai 48 et on m'appelle même Momo à la télé. Donc, ça a traversé l'ensemble de à peu près tout. Génial, génial. Et écoute, j'adore. Oui, ouais. J'adore. Bah écoute, je te remercie pour tout le temps que tu passes avec nous et bien sûr pour tout ce que tu fais avec Canal+. C'est un vrai plaisir de passer ce moment ensemble. Super, merci à toi surtout. Un grand merci à Mathieu d'être passé à Pacte Pote. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Je pense que vous pouvez entendre dans ma voix que j'ai beaucoup apprécié notre conversation. Allez, merci de partager cet épisode autour de vous, likez sur les réseaux et laissez-nous un commentaire et un review, ça nous fait du bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler EPCR Champions Cup avec le Pacte Pote. Allez, ciao tout le monde.